On va commencer dans quelques secondes avec professeur Adnet, donc chez le service des urgences d'Avicenne à Bobigny, et qui va nous parler de comment améliorer les filières urgentistes cardiologues, qui est un sujet qui intéresse 100% de l'audience. Et les cardiologues. Bonjour à tous. Et encore une fois, merci de m'inviter à ce congrès qui est vraiment très sympa. Alors, je travaille à Bobigny, c'est le 9-3, c'est un peu moins sexy qu'ici. Bon, on a comme des spécialités, armes-feu, armes blanches, coque, tout, enfin, règlement de compte. Mais aussi 5 tables de coraux H24 pour 1 500 000 habitants. Ce qui est en dehors de Paris, qui est probablement le record en France. Je regarde Amar qui est une des tables de coraux, donc je ne vais pas l'oublier, il y a Montfermeil aussi. Alors je vais vous parler d'un sujet, les diapos elles ne se mettent pas, ah ben voilà. Un sujet qui est pas forcément très sexy, lui, mais qui est souvent générateur de discussions, de polémiques, de conflits, de mise au point. Et de parler un peu de cette interface qu'on l'on a, alors moi je suis un peu du côté des urgentistes, vous l'avez compris, entre les cardiologues et les urgentistes, et comment on pourrait optimiser le parcours du patient en ayant un véritable dialogue entre notre spécialité, qui est la médecine d'urgence, qui est plutôt transversale, et la cardiologie. Alors ça ne sera pas forcément que le syndrome coronarien aigu, on va voir peut-être aussi un peu de rythmo, et pourquoi pas le parent pauvre de la cardiologie, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque, mais nous, ça nous intéresse beaucoup l'insuffisance cardiaque, puisqu'on a pas mal de patients quand même qui sont en décompensation cardiaque. Alors si on s'intéresse simplement au syndrome coronarien aigu, il a été élaboré une chaîne de survie par analogie avec l'arrêt cardiaque, et cette chaîne de survie du syndrome coronarien aigu, eh ben, vous voyez qu'elle fait intervenir nos deux spécialités. Nos deux spécialités, pas forcément à l'hôpital. Les cardiologues n'agissent pas qu'à l'hôpital. On va voir que, entre guillemets, quelquefois, malheureusement, ils peuvent aussi agir au domicile du patient. On verra que c'est un problème dans cette filière, quelquefois, de l'interaction des cardiologues avant le SAMU, avant l'appel. Mais vous voyez que dans toute cette partie-là, les urgentistes sont un peu prédominants, avec une interface qui est ici, qui est, et on en a parlé ce matin, la stratégie de reperfusion, où les protocoles ne sont pas forcément exactement les mêmes dans les indications du process de reperfusion, angioplastie versus fibrinolyse préhospitalière. Les traitements, là on est à peu près tous d'accord, mais il y a encore des discussions, et je l'ai vu ce matin, et bien sûr le cardiologue interventionnel qui va agir à la fin. Mais là aussi, encore une fois, un des gros problèmes d'interaction avec les urgentistes sur l'indication d'un patient qui n'a pas forcément les critères du ST+, tel qu'on peut le définir quand on était externe. Alors, on sait tous que c'est le pronostic étant dépendant, plus on va vite, plus on sauve du myocarde, et tout commence évidemment par l'éducation du patient qui doit effectivement appeler, quand il a mal dans la poitrine, appeler qui? Là, il commence à avoir un problème dans cette optimisation de filière, parce que quelquefois le patient, et même souvent quand on voit ça dans nos registres IMUST, qui est un registre Île-de-France qui est assez exhaustif sur tous les SCA qu'on prend en charge en préhospitalier, quelquefois le patient il n'appelle pas le 15, et bien souvent il appelle son cardiologue de ville ou son médecin traitant. Et en fait, cette filière qui passe par le cardiologue de ville et par le médecin traitant, les études montrent, et pas que les études françaises, les études montrent que lorsque le service d'urgence EMT aux États-Unis, alors c'est pas médicalisé EMT, donc attention de ne pas faire l'analogie,
ou le 15 et SAMU en France, lorsqu'il est chanté par un intervenant qui peut être le cardiologue de ville, qui peut être le cardiologue traitant, qui peut être le médecin traitant, a pour conséquence de retarder les prises de décision, de retarder l'acheminement du patient et peut-être aussi d'avoir une incidence sur le pronostic. D'où la nécessité, dans cette première interaction cardiologue-urgentiste, de trouver une filière, un cheminement, un parcours du patient qui pourrait éviter cette étape qui, on va le voir, est probablement délétère sur le temps de parcours. Alors, le retard de l'ECG qualifiant, pourquoi? Bien sûr qu'un cardiologue sait faire un ECG, hein, j'ai jamais dit que l'ECG qualifiant serait retardé, mais l'ECG qualifiant fait par le cardiologue, la sanction thérapeutique ou le départ du patient en milieu médicalisé est retardé, puisque le cardiologue va au mieux appeler le SAMU, et je le vois dans mon département, au pire appeler une ambulance, ou au pire du pire, demander une tropo en ville, ce qui nous fait des retards extrêmement importants. Le médecin traitant, là aussi, c'est un vrai problème de le faire rentrer dans la filière assez tôt. Ils sont assez revendicatifs de pouvoir prendre en charge ce patient, sauf que la plupart du temps, ils ne font pas le CG. Et la plupart du temps, en fait, on est appelé, une fois qu'ils ont le résultat de la tropo, qu'ils font en ville, hein, vous savez qu'ils appellent un labo, le labo vient le faire à domicile, et 3 heures après, ils nous disent ah, la tropo est élevée, vous devriez y aller. Et donc, on arrive souvent avec des délais importants. Et ça a bien été objectivé au début du registre trimestre, hein, que le délai douleur-appel donc au SAMU, donc dans la vraie filière. Vous voyez que quand le patient appelle, ça va très vite. Par contre, si on fait intervenir un médecin traitant ou un cardiologue traitant de ville, on a ce retard qui est important. Et on l'a vu, ce mauvais aiguillage initial, on l'a bien mis en évidence donc, dans ce registre, hein. Le délai douleur ECG médecin traitant, c'est 173 minutes en moyenne. Hein, c'est un registre, vous voyez, avec 28 344 infarctus. Hein, c'est vraiment un registre important. Et la décision de reperfusion, vous voyez qu'elle est plus importante lorsque le SAMU est appelé directement par rapport au médecin traitant. Très probablement par ce délai supplémentaire du premier intervenant. Mais ce que je vous montre ici pour le médecin traitant, il est soit cardiologue, soit le médecin traitant généraliste. Hein. Donc là aussi, il y a un besoin d'optimiser cette filière. C'est-à-dire que le message de la bonne chaîne de survie que je vous ai présenté au début, c'est-à-dire d'appeler et de faire intervenir le plus rapidement un transport médicalisé et un urgentiste qui pourra s'interfacer très rapidement avec le médecin hospitalier, quelquefois, et ça c'est un problème, je pense, de diffusion des connaissances, de diffusion des recommandations, les médecins libéraux qui interviennent à domicile sont quelquefois un peu réfractaires, voire ne connaissent pas, et même en 2022, l'appel au SAMU sur des douleurs thoraciques typiques. Alors, ça, c'est déjà un premier pas sur le message qu'on doit faire passer à nos premiers intervenants en dehors du médecin urgentiste, qu'il soit cardiologue ou médecin traitant. Mais, et on en a parlé dans d'autres topos, je crois, ce matin, la décision de désobstruction coronarienne ne fait aucun doute, mais la technique de désobstruction, elle est toujours, on va dire pas controversée, elle est dans les recommandations. On a ces fameuses doseurs, hein, ça a été rappelé ce matin, de ESC 2017, mais, et ça fait beaucoup jaser dans les milieux cardiologues parisiens et en France. C'est que les early presenters, c'est-à-dire les douleurs thoraciques que l'on voit dans les 2 heures après le début de la douleur, ont été présentes en 2012 avec
minutes comme temps qualifiant pour l'angioplastie, et ils ont mystérieusement disparu dans les recommandations 2017. Et Steg, qui est notre maître à tous dans la prise en charge de ces syndromes coronariens aigus, avait quand même calculé la perte de chance et les décès supplémentaires dus au fait qu'on avait oublié ces early presenters qui pouvaient bénéficier d'une fibrinolyse précoce, puisque c'est justement là où la fibrinolyse marchait le mieux, pour respecter les 120 minutes de l'ESC, enfin des recommandations 2017. Ce qui fait que là-dessus, il y a un débat qui se font avec les angioplasticiens, et débat que l'on a, nous, dans notre département, mais là aussi dans l'optimisation de la filière. Est-ce que ces patients-là devraient bénéficier plutôt d'une fibrinolyse, malgré les 120 minutes exigées par les recommandations 2017, qui n'étaient pas exigées 5 ans avant, alors qu'il n'y a aucun rationnel pour lequel on peut fonder cette décision ou cet oubli. Donc le seuil décisionnel, il n'est pas évident, contrairement à ce qu'on pourrait vous présenter, et pourrait bénéficier, ce que je vous dirai à la fin, de consensus qui ne seraient pas des consensus forcément internationaux, européens, mais des consensus qui pourraient être locaux sur la difficulté effectivement d'amener ces patients en moins de 120 ou en moins de 60 minutes pour les early presenters. Quand on regarde nos registres, la vraie vie, c'est quoi? C'est 5% des patients ont réellement l'angioplastie dans les 60 minutes après le contact médical. On est en Île-de-France, là. On est dans une région sururbanisée, avec des moyens de transport ultra rapides. On voit très bien que, en fait, le temps décisionnel entre fibrinolyse et angioplastie a été probablement rallongé parce qu'il y avait un problème de faisabilité. C'est-à-dire que les 60 minutes ne pouvaient pas être réalisées. On les a mis à 120 minutes sans tenir compte, effectivement, que la fibrinolyse pouvait peut-être mieux marcher dans des patients un peu mieux ciblés. En tout cas, le résultat, vous l'avez vu ce matin, ça a été rappelé dans deux ou trois topos. Il y a une chute drastique du taux de fibrinolyse préhospitalière en France depuis maintenant, on va dire, 5-6 ans, qui est probablement par autocensure, mais sûrement pas par un vrai rationnel scientifique. Et là aussi, il y a probablement besoin, pour optimiser cette prise en charge, de retrouver des consensus entre cardiologues et urgentistes. Autre point d'interaction qui est important, c'est l'ECG qualifiant. L'ECG qualifiant, ce matin, on vous a dit, bon, il faut du SR-ST+, pour désobstruer, et on vous a mis aussi, peut-être, qu'il fallait un ST+, en V1 et peut-être AVR, et avec du sous-décalage un peu partout. Je regrette, quand on regarde les recommandations de 2017, ils vous disent encore autre chose. Ils vous disent si vous avez un sous-décalage en V2, V3 isolé, ça doit être traité comme un ST+. Ça a été oublié dans la diapositive de ce matin. Pourtant, c'est dans les ESC 2017. C'est qu'il y a de plus en plus d'ECG que les Américains appellent les ECG subtils. Des ECG qui rendent compte de la maladie coronarienne aiguë du ST+, sans qu'il y ait le ST+. Et ces ECG qui devraient être qualifiants ne peuvent s'analyser qu'avec le patient, qu'avec la clinique. Parce que le seuil décisionnel pour prendre une décision de désobstruction coronarienne, c'est une valeur post-test, c'est-à-dire la clinique avec le CG. Et le problème, c'est qu'on a tous beaucoup d'histoires, et en préparant ce topo, j'ai regardé un peu Twitter où je suis quelques cardiologues et urgentistes, je vous montrerai la diapo tout à l'heure, où effectivement, ils racontent tous des histoires d'ECG faxés qui n'ont pas ouvert le cath lab parce que le patient manquait, parce qu'il n'y avait pas non plus la clinique. Et d'envoyer un ECG, c'est-à-dire le test, sans donner le pré-test, vous fausse la valeur décisionnelle, le seuil décisionnel que va prendre le cardiologue pour ouvrir son cath lab. Le dernier ECG qu'on a envoyé à un service d'urgence du 93, qui l'a peut-être envoyé chez toi, je ne sais plus dans quel, qui n'a pas ouvert le cath lab.
Pourtant, il y a tous les signes d'un infarctus en voie de constitution, mais il n'a pas les critères, effectivement, du ST+. C'était évidemment un infarctus en voie de constitution. Discussion sans fin. Le patient avait la douleur thoracique, mais on voit bien, enfin, tout le monde est d'accord que le V2, V3 vous rend cet ECG complètement compatible avec une angioplastie faite en toute urgence. Oui, tout à fait, mais notre angioplasticien de ton service... Non, je plaisante, mais c'était un service très compétent, donc du 93, hein, n'a pas ouvert son cath lab sur cet ECG. Très probablement parce qu'il n'avait pas le patient à côté. Parce que tous ces signes subtils, ces ECG subtils, qui rendent compte d'une obstruction coronarienne d'origine thrombotique, ont été validés en termes de sensibilité et de spécificité sur des patients qui avaient mal dans la poitrine, donc avec la valeur pré-test. Et de faxer un ECG sans que le cardiologue voit le patient, c'est une erreur fondamentale, parce qu'il ne validera pas, il ne qualifiera pas la plupart des ECG limites. Et pas plus tard qu'avant-hier, je tape dans mon Twitter, parce que j'aime bien, il y a plein d'ECG sur Twitter, hein, et voilà un ECG qui a été tweeté. Donc vous remarquerez tous que c'est un infarctus en voie de constitution avec un bloc de branche et des critères de Scarborough modifiés qui sautent aux yeux pour un œil averti. Voilà ce qu'écrit l'urgentiste. Il a cherché un interventionnel partout et ils étaient soit pas impressionnés, soit ils ont dit, on dit fuck en américain, hein. Bon, ils ont dit qu'ils ne l'ouvriraient pas. Donc là encore, nécessité pour l'optimisation de la filière de probablement avoir une procédure qui ne reste pas, et comme on voit souvent malheureusement encore dans les services d'urgence, qui ne reste pas que simplement l'envoi de l'ECG. Ça mène à ça. Ça mène à beaucoup d'ECG qui auraient dû être qualifiants et qui finalement ne le sont pas. Alors, on pourrait se dire qu'on pourrait intégrer les cardiologues et toute la filière de cardiologie, ce qu'ont tenté de faire les Américains dans les années 80, en faisant ces fameuses chest pain units. C'est-à-dire de mettre, si vous voulez, un centre de diagnostic rapide. Le seul problème, c'est où on le met. On le met avant les urgences, on le met dans les urgences, on le met après les urgences. Alors, c'est un concept des années 80, je vous ai mis les petits trucs des années 80, qui est probablement maintenant un peu dépassé. Parce que les évaluations ont été faites, et évidemment les Français, 20 ans après, donc dans les années 2000, ont copié le modèle américain. Vous savez qu'on a toujours 20 ans de retard par rapport aux États-Unis, dans les bonnes et dans les mauvaises idées. Et on l'a fait, et le problème, c'est que les Américains n'ont pas de médecins dans les camions, hein, c'est des paramédics qui normalement n'analysent pas l'ECG, ne fibrinolisent pas en préhospitalier. Et donc il y avait peut-être besoin d'une expertise pendant le passage aux urgences ou juste après. Et on l'a fait en France, et en fait, ça n'a pas été très conclusif. Alors, comme la majorité des patients passaient par les fourches codines du SAMU, il restait des patients à très faible risque pour lesquels il y avait un vrai doute diagnostique. Mais quand on regarde un peu le bilan de ces chest pain uniques à la française, on voit que dans 50% des cas, ils ne savent pas ce que c'est, cette douleur thoracique, les cardiologues. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils les renvoient aux urgences. Sauf que les urgentistes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, nous, on n'est pas la poubelle des chest pain units, donc on n'en veut pas de tes patients. Et donc, c'est source de conflit. Alors après, on essaie de les mettre après les urgences. Mais après, ces chest pain units, ça devient des centres de diagnostic rapide, ça devient des USIC. Donc, ça n'a pas été réellement conclusif, ni d'ailleurs en Europe, et encore moins en France. Et puis l'analyse médico-économique a montré que on n'économise absolument rien avec ces chest pain units. Et ce qui les a un petit peu, on en parle un peu moins maintenant,
très probablement suite à ces études qui ont regardé finalement est-ce qu'il y avait un bénéfice pour le patient en termes de critères forts, c'est-à-dire en termes de mortalité, de réinfarctus, de réévénement cardiovasculaire à distance, si on randomise les patients en circuit classique versus chest pay unit. En fait, on s'aperçoit sur ce papier qu'il n'y avait absolument aucune différence en termes de pronostic et de morbimortalité post-infarctus, post-passage en chest pay unit versus une filière classique. Alors, est-ce qu'il faut tout jeter? Je ne pense pas. Je pense que cette chest pay unit devrait, si elles sont élaborées, être complètement intégrées dans un circuit qui est un circuit d'urgence, avec les urgentistes, voire, comme certains le proposent, dans le service des urgences. Les seuls papiers, il n'y en a pas beaucoup de papiers sur les expériences françaises, en tout cas toutes montrent c'est très très modeste. Très peu de patients avaient un diagnostic positif de SCA qui nécessitait une prise en charge rapide. Il y avait quelques non-stémies, mais qui n'avaient pas une sanction, si vous voulez, thérapeutique rapide, donc il n'y avait pas besoin forcément d'avoir une chest pain unique très rapidement. Le gros problème, c'est que la majorité des patients, ce n'est pas un problème coronarien, ça a de douleur thoracique, et les urgences vivent très mal de recevoir les patients que les cardiologues ne veulent pas. Hein, et donc, ça ne marche pas. Alors, ce chest pay unique a été décliné dans d'autres spécialités cardiologiques, hein, et on a vu arriver des unités syncope, là aussi européennes, américaines, anglaises, puisque l'Angleterre est sortie de l'Europe, et aussi françaises. Hein. Il y en a une à Lyon, je ne sais pas s'il y en a à Bordeaux. Le rythmologue, pas encore. Bon, c'est une mauvaise idée. Non, parce qu'en fait, ils disent que c'est un concept. C'est pas des idées dédiées, en fait. Voilà, oui, c'est un concept. Ça va rester au niveau du concept. C'est d'avoir les examens dans les 24 heures. Voilà. N'importe où le patient. Donc, en fait c'est une unité de diagnostic rapide. Voilà l'algorithme de Lyon. Hein. Donc, vous avez un patient qui a une syncope ou un malaise grave. Il est orienté après les urgences par le médecin traitant ou adressé un peu par n'importe qui dans ce centre de syncope unit, hein, où on lui fait une série d'examens extrêmement rapides, d'accord, un monitoring, un TILS test, l'ECG, de la biologie, et on essaye de faire un diagnostic. Là aussi, un rendement très faible, mais des critères. Donc ça, c'est une synthèse un petit peu sur tous les centres syncope unides européens. Donc quand même des critères positifs, c'est-à-dire que le passage dans ces unités de syncope, qui peuvent être, encore une fois, dans les urgences, qui peuvent être en aval des urgences, mais certains pays européens ont fait des camions de syncope, c'est-à-dire qu'ils vont carrément au domicile avec le cardiologue. Bon, l'expérience s'était arrêtée, mais en tout cas, les études comparatives ont montré quand même qu'il y avait un meilleur rendement diagnostique que si le patient passait aux urgences sans ces unités spécialisées. Une diminution de coûts, c'est essentiellement dû au fait que lorsque c'est détecté aux urgences, on demande aux patients de revenir à l'hôpital, de revenir en service de cardiologie, alors que là, en 6 heures, tout est réglé. Par contre, quand on regarde les vrais critères morbides, il n'y a aucun intérêt. Hein, et dans les syncopes, il y a le même taux de malaise grave après le passage dans ces unités et aucune différence en termes de mortalité, alors que c'est quand même censé pouvoir faire de la prévention très rapide. En fait, cette prévention, elle n'a pas besoin d'être faite très rapidement. Elle peut se faire un peu à distance. Mais quand elle est faite à distance, ce que disent les études, ça coûte plus cher à la société. Dans le même ordre d'idée, puisqu'on est toujours en cardiologie, on essaye de faire des unités d'insuffisance cardiaque. Et ça, c'est une idée qu'on a faite dans notre hôpital. Là, c'est le registre RESICAP des insuffisances cardiaques aiguës en France. Et on s'est aperçu, dans cette étude, que lorsque le patient, donc vous voyez, beaucoup de patients, 80% des patients insuffisants cardiaques aigus passent par les urgentistes. C'est un peu comme le syndrome coronarien, les cardiologues passent en aval.
Sauf que, et vous le savez tous, les patients insuffisants cardiaques aigus, un peu âgés, un peu comorbides, un peu sale tronche, etc., chantent quelquefois le service de cardiologie. Et on a démontré dans cette étude que si le patient, en les appariant, hein, donc ce n'est pas des patients différents, donc on les a bien appariés, si le patient passe dans une filière qui contient le cardiologue, la mortalité est diminuée. Hein, et vous voyez, avec un ordre ratio de 0,61, c'est significatif. C'est-à-dire que dans cette filière de prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë, il faut absolument qu'à un moment donné, et c'était l'hypothèse de l'étude, qu'à un moment donné, le cardiologue soit présent, au mieux passe par l'USIC, mais au moins participe à la prise en charge. Et donc dans la filière de la prise en charge des insuffisants cardiaques aigus, on a mis un petit peu sur le modèle des chest pain units, hein, donc tout n'est pas à rejeter, en place à Avicenne, une reprogrammation d'une consultation le lendemain pour les patients qui peuvent rentrer à domicile, où ils sont pris en charge très rapidement en une journée pour cette prise en charge de l'insuffisance cardiaque, où ils ont de l'éducation thérapeutique, ils ont une réadaptation de leur traitement. Et pour ces patients qui ne vont pas aller dans les services d'urgence parce qu'ils ont des comorbidités, parce qu'ils peuvent rentrer à domicile, mais ils sont tout de suite pris en charge par un cardiologue et on fait intervenir le cardiologue avec l'urgentiste dans cette filière de prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc en fait, ce que j'essaye de vous montrer, c'est que quand les cardiologues sont dissociés des urgentistes, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien en termes objectifs de pronostic, en termes d'adressage du patient. C'est cette histoire d'ECG faxé sans le patient qui est, à mon avis, une catastrophe. Et donc, pour définir et optimiser une filière cardiologue-urgentiste, il faut, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce qu'il faudrait faire dans toutes les régions, dans tous les départements, il faut se mettre ensemble et créer un véritable lien urgentiste-cardiologue. C'est des réunions communes comme on fait aujourd'hui, qui mélangent les urgentistes et les cardiologues, mais surtout c'est organiser des staffs communs par des études de cas, des revues de la littérature, des orateurs mixtes comme aujourd'hui, mais aussi des RMM. Il faut faire des RMM sur des patients, par exemple, cet ECG qu'on a envoyé, qui est le patient a perdu 4 heures avant d'avoir son angioplastie, ça devrait être passé en RMM. On devrait retrouver une procédure qui fait que ces patients-là puissent aller dans la filière. Et ces RMM débouchent toujours par des mesures correctives. Et les mesures correctives, c'est de l'optimisation de la filière. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aussi, et c'est ce qu'on a tenté de faire dans notre département, c'est adapter les recommandations internationales ou nationales. Je vous ai présenté l'exemple des early presenters, mais il y a d'autres recommandations internationales qu'il faut absolument adapter. On voit ici, par exemple, à La Réunion, avec vos particularités géographiques, mais aussi en Seine-Saint-Denis, où là, on a une offre extrêmement importante. Mais tout ça, ça peut se faire que si on se fait, par exemple, ce qu'on a fait, par exemple, vous voyez, des mini-congrès de la Seine-Saint-Denis, tu as participé à un ou deux, hein, des mini-congrès où on mélange tous les cardiologues des centres interventionnels du département, tous les urgentistes, et on se met autour d'une table et on fait le protocole de prise en charge et on définit la filière qui ne tient pas forcément, bon, bien sûr, qui est cadrée par les mesures, les recommandations internationales, mais qui a des modifications, on va dire, significatives qui tiennent compte de nos particularités départementales, locales, et des habitudes aussi des cardiologues et des habitudes aussi des urgentistes. Et ça se passe dans la bonne humeur, avec un bon repas. Et on arrive comme ça à pouvoir, je pense, améliorer la prise en charge de nos patients. Donc en conclusion, je crois que on ne doit pas travailler chacun dans son côté et puis vous présenter nos solutions de manière uniforme. Il faut apprendre à se connaître, travailler en commun et surtout, ces protocoles doivent être signés par les urgentistes et les cardiologues et surtout les adapter à vos particularités. Et les déviations peuvent être majeures. Hein. Par exemple, nous, les early presenters, on demande à ce qu'ils soient fibrolysés avec l'accord des angioplasticiens. Ils sont d'accord
hein, parce qu'ils trouvent aussi pas normal que ces patients-là qui sont vraiment dans la cible de la fibrinolyse ne puissent pas bénéficier de ce traitement. Les loupés, il faut les débriefer en commun, faire des RATEX, des RMM, et enfin, d'avoir une véritable solidarité, urgentiste, cardiologue, ne pas dire, tiens, c'est l'urgentiste du coin a encore loupé son truc, ou l'urgentiste qui dit, tiens, le cardiologue, il me fait chier, il ne me prend pas mon patient, alors que je suis sûr qu'il fait un infarctus. On entend ça tous les jours, et il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Adnet, c'est hyper intéressant. Juste pour redéfendre une seconde la communauté cardiologique, après les 2 ECG horribles que vous nous avez montrés et qui n'ont pas ouvert le Cath Lab, c'est clair que là, c'était... Non, je peux vous dire que c'était aux États-Unis, le deuxième. Oui, c'est pas une problématique française. Hein. Oui, j'ai compris. Mais après, il ne faut pas que le message, ça soit... non plus peut-être de dire il ne faut pas envoyer le CG au cardiologue parce qu'il n'a pas le patient sous les yeux. C'est clair que... après, ça, c'est l'urgentiste qui nous retransmet la réalité clinique du patient. Mais je trouve que les urgentistes, maintenant, ils ont... il y a quelques années, quand j'étais au début de l'internat, j'ai eu quelques... comment dire, certains étaient un peu choqués que quand je disais est-ce que tu m'as envoyé le CG. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. Dans les cas caricaturaux, ils me disent c'est un ST+, je ne demande pas de me faxer le CG, on fait confiance évidemment. Dans les cas où ils sont un peu hésitants, ils disent il y a un peu ci, un peu ça, je ne sais pas trop. Je trouve que maintenant, avec pas mal de facilité, ils nous partagent le CG. Et je crois pas mal à l'intelligence collective. Je pense que dans ce sens-là aussi, il peut y avoir, nous, des trucs qu'on peut aussi corriger dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'il y a 2 façons de demander un ECG faxé. Il y a la façon un peu comme avant. C'est pour ça que je dis que d'abord, il faut créer du lien. C'est-à-dire, raconte-moi ce que tu veux, mais envoie-moi le CG et je prendrai ma décision après. Ça, c'est pas possible. Hein. Et lorsqu'il y a vraiment un climat de confiance, lorsqu'on se connaît, même moi, j'ai aucune difficulté à envoyer et faxer un ECG dès lors qu'il y a eu un vrai lien avec le cardiologue. Parce que, j'ai quand même un peu de mémoire, il y a quelques années, c'était bon, tu racontes ce que tu veux, envoie-moi le CG, il n'y a qu'avec ça que je vais prendre ma décision. Et c'est là où il y a ce genre de dérive. Donc c'est pour ça que je dis d'abord créer du lien, bien connaître les cardiologues et avoir une vraie confiance. Ensuite, le CG, ça vient la cerise sur le gâteau. Alors qu'avant, oui, c'est bon, ok, envoie-moi le CG. C'était ça la réponse du cardiologue. L'autre jour, je cherchais avec moi l'interne, il est à ma droite, et l'interne prend l'appel, et puis l'interne était dans son rôle scolaire, et il allait demander le CG, c'est sûr. Et puis moi je lui dis, mais je reconnais la voix de Frédéric, elle n'est pas sans Frédéric. Phase aiguë, d'accord, pas de problème, ok, envoie-le. Et c'est bon, il n'y a pas à discuter. Et je pense que là, par exemple, sur le CG numéro 1, si j'ai l'urgentiste au téléphone qui dit il a mal, oui, mais c'est une histoire vraie. Il avait mal le patient et il n'a pas été en table de coro. Non, tu vois, il y a 2 façons de faxer le CG. Tu comprends ? C'est quelquefois, c'est bon, voilà, faxe-moi et puis on verra. On raconte bien l'histoire, on raconte bien la clinique et voilà. Et la cerise sur le gâteau, c'est le CG. Ou alors, j'ai un problème avec le CG, j'aimerais bien ton opinion. C'est voilà, il y a. Et c'est là-dessus que je pense que si on fait du lien avant, après, cet envoi de CG se fait plus facilement. Pareil en traumato, maintenant de plus en plus on envoie la photo avant qu'il soit admis en traumato. Donc ça devient facile, hein, et puis on peut photographier le CG et l'envoyer par SMS. Donc on n'a plus besoin de le faxer comme avant. Les conférences à 3 aussi sont hyper intéressantes, que le CG propose de plus en plus. Ça c'est vachement intéressant. J'avais une question plutôt pratique sur l'envoi de l'ECG. Comment vous vous organisez en Seine-Saint-Denis sur l'envoi des ECG ? Parce que nous, il y a un problème de fax, de WhatsApp, de numéro de portable, de mail, et c'est une vraie question pratique. On fait quelque chose de complètement illégal, c'est qu'on l'envoie par SMS. WhatsApp, ouais, voilà. On est obligé de prendre le numéro du cardiologue de garde. Exactement, je lui dis, file-moi ton portable, et sinon tu ne l'auras pas. Hein. De façon générale, ils ne font pas d'histoire. Non, il n'y a plus de fax maintenant, mais on fait une photo, on l'envoie. Vous faites les photos, ouais. Bon, je dis toujours à mes urgentistes d'avoir dans leur poche un ECG avec un gros sus-décalage. Ah, on voit. Et de le photographier, comme ça au moins il est sûr que le patient ira en angioplastie. Merci beaucoup en tous les cas. On va essayer de garder un peu de temps pour des questions vers la fin.